Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose de nous retrouver pour une conférence de sociologie politique dans laquelle je vais vous parler de la droite nationaliste. Et pour ce faire, je vais exploiter principalement la matière de l'introduction que j'ai écrite pour mon ouvrage d'histoire des idées politiques, mon ouvrage intitulé Nietzsche et les nationalistes français, paru aux éditions Perspectives Libres. Alors je ne vais pas commenter toute l'introduction, je vais me commenter que 5 pages d'une version qui n'est même pas d'ailleurs tout à fait la version que vous retrouverez dans le livre, c'est un peu la version bêta si vous voulez, mais le contenu est substantiellement comparable, sauf à un détail près que je mentionnerai plus tard. Donc je vais un petit peu commenter mes propres travaux, mes propres recherches historiques sur le nationalisme français, sur l'histoire intellectuelle et politique des droites. Et quand on se lance dans une étude sur ce que j'ai fait, c'est-à-dire la réception de la pensée de Nietzsche par une culture politique donnée, par un groupement politique donné, par une partie de l'espace politique français qui correspond aux droites nationalistes, l'une des premières questions auxquelles on doit répondre dans une introduction, c'est évidemment la délimitation de ce sur quoi on va travailler, c'est-à-dire la définition des termes du sujet. Qu'est-ce qu'on entend par nationaliste ? Qu'est-ce que c'est que le nationalisme ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de groupe politique nationaliste ? Qu'est-ce qu'on y met ? Qu'est-ce qu'on n'y met pas ? Donc c'est à ce travail-là de définition que je vais consacrer ma présentation de ce soir. On va travailler que cette notion-là, uniquement le concept de nationalisme. Ça va être une approche que je qualifierais effectivement de sociologie politique, en ce sens que je ne vais pas vous faire une présentation historique qui consisterait à considérer telle période de temps et à dire, voilà, dans tel pays, à telle époque, tels et tels individus se sont fait remarquer comme étant les premiers intellectuels nationalistes. Ça va pas être une conférence d'histoire linguistique où on s'intéresserait par exemple quand est-ce qu'est apparu le mot de nationalisme pour la première fois en français, quand est-ce qu'il a commencé à prendre un sens qui pourrait se rapprocher du sens qui pourrait avoir une pertinence pour désigner des groupements politiques de droite. Voilà, c'est pas une approche historique et chronologique que je vais vous présenter, c'est vraiment une approche conceptuelle. Il va s'agir de forger un concept du nationalisme et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour justement définir les termes du sujet. Alors le terme de nationalisme en français, il est équivoque, parce que si on va regarder un petit peu dans les dictionnaires de référence, on s'aperçoit que c'est une dénomination, un terme qui est souvent utilisé pour désigner des doctrines ou des mouvements politiques fondés sur la prise de conscience par une communauté de former une nation en raison de liens ethniques, sociaux, culturels qui unissent les membres de cette communauté et qui revendiquent le droit de former une nation autonome. Et alors c'est pas du tout en ce sens-là que je vais mobiliser ou que j'utilise, sauf précision contraire, le terme de nationalisme. C'est un des sens que peut avoir le terme en français, mais moi je l'ai écarté de ma recherche scientifique parce que ça ne correspond pas à ce que j'essaie de désigner quand je fais l'étude des groupes politiques nationalistes français. Mais ça marcherait pour d'autres mouvements comparables dans d'autres pays. Ce qui me pousse à finalement écarter ce sens, c'est que l'idée qu'un groupe donné forme une nation et que cette nation devrait être une entité politique indépendante, ça pourrait se désigner comme étant un mouvement indépendantiste. Et en fait, c'est souvent comme ça qu'on va qualifier des mouvements qui revendiquent que telle partie du monde forme un État-nation différencié des autres. On va parler de mouvements indépendantistes, on va parler de lutte d'indépendance. Donc, ça me semble pas spécifiquement intéressant d'avoir un même mot pour désigner à la fois ce phénomène politique-là et le phénomène dont on va parler juste après. Moi, je réserve, je retranche au sens courant du terme l'un de ces sens pour conserver un autre de ces sens et le préciser. Et c'est vraiment à partir de ça que je vais construire le concept du nationalisme. Donc un deuxième sens que nous propose le dictionnaire, et qui commençait déjà à faire plus sens dans la perspective de ma recherche, c'est de nous dire qu'il s'agirait de quelque chose qui serait apparu au XIXe siècle. Donc ça commence à être pas mal, puisqu'effectivement ça correspondait
en termes de périodisation à l'époque sur laquelle j'ai travaillé. Et il s'agirait cette fois-ci d'un courant de pensée qui exalte les caractères propres, les valeurs traditionnelles d'une nation considérée comme supérieure aux autres, et qui s'accompagne de xénophobie et ou de racisme, et d'une volonté d'isolement économique et culturel. Alors ça, c'est un deuxième sens. On y trouve effectivement un certain nombre de marqueurs qui vont effectivement permettre de caractériser une certaine forme d'orientation politique de droite. On a l'idée de caractère propre, donc de spécificité, de particularisme. On a l'idée de valeurs traditionnelles, donc droite traditionnaliste, on n'est pas dans des mondes totalement différents. On a l'idée de supériorité, qui pourrait mener à des politiques bellicistes ou à des politiques de rivalité géopolitique. Et on a l'idée de volonté d'isolement économique et culturel. Et là, effectivement, on voit bien le lien que ça pourrait avoir avec une certaine droite qui serait méfiante, qui aurait un désir de fermeture politique par rapport au monde extérieur. Bon. J'ai pas spécialement retenu, comme vous le verrez dans ma définition, la xénophobie et le racisme, parce que ça me semble pas être absolument indispensable à la définition du phénomène. Même si on pourrait considérer que souvent, ou fréquemment, les mouvements nationalistes comportent des éléments, soit à l'échelle des individus, soit à l'échelle de la gamme d'individus, de la gamme de réaction de chaque individu pris en particulier. Il pourrait avoir fréquemment un certain degré de xénophobie et ou de racisme, mais comme c'est des aptitudes émotionnelles et comme n'ont pas paru stricto sensu indispensables à la définition, à la différence des autres éléments proposés. Donc à partir de ça, j'ai travaillé à construire une définition. Alors d'abord, par nationalisme, il faut entendre une idéologie politique de l'époque contemporaine. Dire qu'elle est de l'époque contemporaine, même si je ne vais pas avoir l'occasion de le justifier ou de le préciser spécialement dans la suite de la brochure, parce qu'encore une fois, je ne pars pas ou je ne développe pas ici une approche historique, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement politique nationaliste avant l'époque contemporaine, donc celle qui s'ouvre avec la Révolution française. Ce serait anachronique d'essayer d'utiliser exactement ce concept pour d'autres périodes de temps, ce qui ne veut pas dire que tel ou tel élément qui constitue cette vision du monde ne pourrait pas avoir existé préalablement, mais la synthèse de ces différents éléments est vraiment quelque chose qui appartient aux 2 derniers siècles de notre histoire. Donc une idéologie politique de l'époque contemporaine, qu'est-ce qu'il faut entendre par idéologie politique ? Par idéologie, j'entends un système d'opinion qui, se fondant sur un système de valeurs admis, détermine les attitudes et les comportements des hommes à l'égard des objectifs souhaités du développement de la société, du groupe social ou de l'individu. Donc en gros, une idéologie, c'est toutes sortes de discours qui ont une dimension normative, qui ne se contentent pas de décrire, de prétendre expliquer comment fonctionne la réalité, mais qui prétendent donner du sens en fait, donner une explication sur les fins de l'être humain, sur son bien, sur ses buts, sur ce qu'il devrait être, sur ce qu'il devrait faire. Et dans cette acceptation-là très générale, un discours religieux, philosophique ou politique ou d'une autre nature encore peut être un discours qui a une dimension idéologique à partir du moment où ça vise à normer, à orienter les attitudes pratiques des agents. Donc il y a plein de types de discours d'aspects de la culture qui peuvent revêtir une dimension idéologique dans ce sens-là. Alors plus spécifiquement, qu'est-ce que c'est de dire qu'une idéologie a une dimension politique ? Ça vise là encore à normer, mais de manière plus spécifique, ça vise évidemment à normer l'action politique, les fins du politique, les attitudes et les buts politiques. Et en l'occurrence, quand on parle de politique, on désigne la lutte entre des projets hégémoniques visant à incarner l'universel de manière à définir les paramètres de la vie sociale, en influençant ou en contrôlant des institutions qui donnent forme et qui possèdent le pouvoir de décider pour tous, d'imposer des lois et de sanctionner les infractions. Ce qui fait qu'un pouvoir est de nature politique par rapport à un pouvoir qui serait de nature privée, comme par exemple le pouvoir ou l'autorité, si vous préférez, d'un parent sur son enfant, c'est que le pouvoir politique, il agit au moyen de la contrainte collective avec des lois. Il a le pouvoir de contraindre l'ensemble de la société, ou en tout cas, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Il y a une dimension générale. C'est pour ça que le politique a toujours une certaine dimension de publicité. C'est un pouvoir qui, même dans les dictatures ou dans les régimes où on essaie de masquer ce que font les gens qui sont au pouvoir,
il y a toujours quelque chose de public, de voyant dans l'action du pouvoir politique, alors qu'il y a toutes sortes d'autres pouvoirs qui fonctionnent dans la société de manière plus discrète, à plus petite échelle, sans ce caractère public, justement. Bon, donc, le nationalisme, je décide de le définir donc comme une idéologie politique de l'époque contemporaine. Le statut de ce concept, dans ma réflexion théorique, c'est un concept idéal typique au sens de Max Weber. Alors, lui donner ce statut-là, ça vise à éviter deux écueils différents. Dire que quand je qualifie un individu, quand j'essaie de réfléchir à si des mouvements ou des attitudes se rapprochent du modèle ou du concept de nationalisme, c'est utiliser finalement le nationalisme comme un modèle théorique vis-à-vis duquel on va confronter des observations empiriques et se demander si ce qu'on observe empiriquement est plus ou moins proche de l'idéal qu'on aura construit. Justement. Ça, c'est une méthode weberienne. Lui donner ce statut, dire que quand on parle de mouvement nationaliste, on construit une représentation idéale typique, ça vise à contrer deux biais possibles en histoire des idées. Le premier biais, ce serait l'essentialisme, et ça consisterait à dire que une idéologie quelconque, comme par exemple le nationalisme, serait une idéologie qui aurait toujours existé, qui serait un invariant de l'histoire et de la société humaine, et ça serait le soustraire d'une certaine façon à l'histoire, parce que si vous dites que telle manière d'être finalement a toujours existé, existera toujours, on voit mal comment il pourrait avoir une histoire. Ça pourrait à la limite avoir un sens si on parlait d'attitudes purement émotionnelles, mais vraiment très basiques, et éventuellement quelque chose comme la xénophobie, et peut-être un sentiment qui a toujours existé, qui serait transhistorique. Je dis peut-être parce que j'en ai aucune certitude, mais admettons. Simplement, comme je l'ai dit, je ne considère pas que la xénophobie est une caractéristique indispensable de la définition de la droite nationaliste, donc je laisse ça de côté. Je refuse donc de lui conférer le statut de réalité intemporelle, c'est une réalité qui est située historiquement, et même située historiquement très précisément à l'époque contemporaine. L'autre biais que j'essaie d'éviter en disant que le statut finalement de cette catégorie de nationalisme est un statut idéal typique, c'est le biais inverse de l'essentialisme qui serait le biais nominaliste. Alors ça, c'est beaucoup plus fréquent de nos jours dans les travaux de recherche en sciences humaines et sociales, que ce soit l'histoire ou la sociologie. On a beaucoup de gens qui, justement, pour éviter les risques d'essentialisation, éviter de faire comme s'ils s'adressaient à des réalités qui ne sont pas construites historiquement et socialement, mais qui seraient des réalités naturalisées, des réalités intemporelles, voilà, soustraites à l'histoire, il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'excès inverse, donc un excès de type nominaliste sur le plan philosophique, si vous voulez, ou théorique. Et alors ce biais-là, ça consiste à prendre le mot pour la chose. Et donc, dans cette approche-là, vous auriez du nationalisme partout et uniquement s'il y a des individus qui se désignent avec cette étiquette. Alors, le problème de l'approche nominaliste, donc, qui cherche finalement à cerner la chose à partir des usages nominaux finalement de l'étiquette considérée, c'est que ça lui retire finalement toute unité ou toute cohérence conceptuelle. Parce que si être nationaliste, c'est se dire nationaliste, on voit mal finalement, ça va rendre extrêmement problématique d'essayer de trouver un point commun, une unité de sens, une unité conceptuelle aux différents usages particuliers linguistiques qui peuvent être faits de ce terme. Et on aurait le même problème, bien évidemment, avec toutes sortes d'autres idéologies politiques. Si sont socialistes, sont libéraux, ou sont républicains, ou démocrates, ou n'importe quel concept, tous les gens qui, à un moment donné, se sont revendiqués de cette appellation, ou même ont été catégorisés par quelqu'un d'autre avec une telle appellation, finalement, tout le monde, ou potentiellement tout le monde et n'importe qui, est socialiste, libéral, royaliste, fasciste, ou je sais pas quoi. Donc, on a un véritable problème d'inflation sémantique et de désintégration du sens des termes employés quand on procède de cette méthode-là. C'est ce que j'ai appelé un fétichisme nominal. Voilà, c'est vraiment s'en tenir aux mots plutôt qu'aux choses, ce qui est une erreur. Là, la catégorie se trouve complètement désubstantialisée, elle perd toute pertinence classificatoire, puisque finalement, voilà, tout et n'importe quoi pourrait rentrer dans la catégorie, donc ça n'a plus vraiment d'intérêt.
Donc le fait de dire que c'est un idéal type, c'est-à-dire une construction du chercheur pour classer et ordonner un matériel empirique observable, ça permet donc, me semble-t-il, sur le plan épistémologique, de éviter à la fois l'essentialisme et le nominalisme. Alors, je précise un petit peu ce que je veux dire quand je dis qu'il y a une essence ou une nature des phénomènes idéologiques, et en l'occurrence de l'idéologie nationaliste. Dire qu'il y a une nature, c'est dire qu'il y a un contenu, c'est-à-dire qu'il y a une certaine matière. On a affaire à quelque chose qui a des caractéristiques, voilà, qui n'est pas purement et simplement justement une étiquette verbale dénuée de contenu. En revanche, dire qu'il y a une essence ou une nature de la pensée ou l'attitude de type nationaliste, ce n'est pas équivalent à dire que c'est quelque chose qui collerait complètement aux individus empiriques de façon permanente et sans aucune variation possible. Donc comment dirais-je, j'essaie de construire un concept, de clarifier, parce que c'est pas vraiment moi qui ai inventé cette notion d'idéal type, mais pour moi, les idéotypes désignent une certaine forme d'essence, mais qui n'est pas une essence qui serait impossible à détacher ou à séparer des individus empiriques qui manifestent les caractéristiques qu'on essaie de cerner à partir de cette essence, justement. Ça veut dire que l'essence du nationalisme n'a pas vis-à-vis du nationaliste, l'individu empirique, le même rapport que l'essence du triangle aurait avec un objet triangulaire. L'objet triangulaire, il est purement et simplement de forme triangulaire. Il n'y a aucun écart entre son essence triangulaire et le fait que c'est un triangle. Alors que les individus qu'on va rapprocher d'un modèle théorique, comme par exemple le concept du nationalisme ou un autre concept équivalent, ils sont toujours plus ou moins proches du modèle et des caractéristiques qu'on aura abstrait et formulées. Ça va être une question de degré, d'adéquation plus ou moins parfaite, mais c'est jamais une adéquation totale et invariante. Quand on dit que quelqu'un est nationaliste, ça ne veut pas dire qu'il l'est tout le temps et au même degré, toute la journée, toute sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible ou que ça l'empêche d'avoir d'autres caractéristiques qui seraient potentiellement en tension avec les caractéristiques qu'on aura dégagées. Bref, la différence entre l'idéal type et le sujet empirique, c'est que le sujet empirique ne sera jamais exactement comme le modèle qui cherche à le cerner. Ce serait une question de plus ou moins proche par rapport au concept. Voilà, bon, j'espère que ça vous clarifie un petit peu le statut de mes catégorisations. Donc le contenu de l'idéal type n'exerce une détermination sur le comportement des agents que de manière tendancielle. Des déviations momentanées par rapport aux attendus d'un hypothétique comportement purement nationaliste existent. On n'est jamais tout à fait à 100% et perpétuellement exactement comme ce qu'un tel concept cherche à décrire, mais c'est seulement à partir de ce type-là de concept abstrait qu'on peut cerner si des individus empiriques s'en rapprochent plus ou moins. Donc on a besoin de ces modèles pour penser, tout en étant clair sur le fait qu'ils ne sont pas instanciés de manière pure et parfaite dans la nature des choses. C'est pas ce type-là, quand je parle d'essence, c'est pas ce genre-là d'essence substantielle que je veux désigner. Bref. Je précise ensuite que le concept de nationalisme est beaucoup plus large que le concept de fascisme, dont le fascisme pourrait être une forme extrême et paroxystique. Je détaille plus loin dans le bouquin les spécificités ou les caractéristiques du fascisme spécifiquement. Mais voilà, je dis bien que parler de droite nationaliste, c'est parler de quelque chose de beaucoup plus large que le fascisme spécifiquement. De même, le concept de nationalisme est un concept général qui a vocation à englober toutes les formes historiques et particulières de mouvements nationalistes particuliers. Donc ça devrait normalement permettre d'intégrer le péronisme argentin, le maurassisme français, et ainsi de suite pour les différentes figures intellectuelles et mouvements, formes ou manifestations particulières de nationalisme. C'est donc une idéologie que j'oppose aux doctrines, au sens où les idéologies seraient
des formes de comportement ou d'idées générales, mais qui sont suffisamment vagues et suffisamment transhistoriques pour ne pas être rattachables à un ou deux auteurs très spécifiquement identifiés. On va dire qu'il y a une doctrine de Karl Marx, mais on va dire qu'il y a une idéologie du socialisme, parce qu'il y a plein d'autres socialistes que Karl Marx, et qu'il n'y a pas d'inventeur individuel bien spécifique qui serait à l'origine de tout le mouvement socialiste et de toutes les idées qui s'en suivent. Idem pour le nationalisme, il y a tel ou tel auteur qui a formulé telle ou telle doctrine particulière du nationalisme, mais l'idéologie est beaucoup plus générale que telle ou telle manifestation ou telle doctrine. Bon, je passe un petit peu sur ces aspects méthodologiques, on va arriver dans le vif du sujet de la définition. Alors simplement avant, je précise que moi, quand je vais parler dans mon étude du nationalisme, je vais m'en servir pour caractériser une portion du spectre politique de la période contemporaine et du spectre politique de la droite. Ça veut dire que je parle toujours de nationalisme comme une forme de la droite, ou inversement, j'utilise toujours nationaliste comme un adjectif pour qualifier une certaine partie du spectre politique de droite. Donc si le nationalisme tel que je le définis est une partie de la droite, on a besoin, avant d'en arriver après à la définition exacte de cette portion-là précise du spectre de la droite, d'une définition générale de la droite. Alors ça, c'est ce qui manque dans la brochure que vous avez à l'écran, mais c'est ce que vous pouvez retrouver normalement sur ma chaîne si vous avez déjà regardé ma vidéo sur Thomas Hobbes et les origines de la droite moderne, puisque dans cette vidéo, je présentais normalement une définition générale avec pas mal d'argumentation justement sur ce que c'est que la droite, en tout cas sur le concept, voilà, qu'est-ce que c'est sur le plan idéologique la droite au singulier et de façon universelle et générale. Je le présentais de manière très détaillée et argumentée dans ma vidéo sur Hobbes. Je vais relire ma définition ici sans entrer spécialement dans les détails. Donc dans la version que vous pourrez trouver dans mon livre, Nietzsche et le nationaliste français, je propose une définition de la droite qui est la suivante. La notion de droite est notoirement floue et nous n'en connaissons pas de bonne définition. Hein, c'est pas faute d'avoir épluché les manuels de sciences politiques, d'histoire des idées et tout ce que vous voulez, c'est très rarement défini, même en langue anglaise. Hein, donc justifier une telle définition, et je dis dans mon bouquin que ça dépasserait les limites de cette introduction. En revanche, vous trouverez davantage d'argumentation si vous allez regarder justement ma vidéo sur Hobbes. Une idée centrale et récurrente au sein des droites semble être l'élitisme, c'est-à-dire l'idée que la société doit accorder une place privilégiée à une minorité d'individus prééminents. C'est pas encore tout à fait satisfaisant parce qu'on peut trouver des idéologies élitistes dont il serait problématique de dire que c'est des idéologies de droite, sans même parler de... Et ce, au-delà du cas spécifique de l'extrême droite, et de l'extrême droite de type fasciste, où effectivement il y a une dimension fortement élitiste. Mais voilà, c'est pas simple. On peut pas réduire l'élitisme à un phénomène qui serait spécifique à la droite, même étendu jusqu'à l'extrême droite. Ça me semble quelque chose qui peut prendre des manifestations ailleurs dans l'espace politique. Quand bien il y aurait toujours de l'élitisme dans la pensée de droite, l'élitisme en lui-même n'est pas forcément spécifique de la pensée de droite. Donc il faut ajouter des caractérisations. À côté de l'élitisme, une idée qui semble récurrente dans toutes les formes d'idéologie de droite qu'on peut rencontrer, c'est la défense de la hiérarchie sociale, c'est-à-dire l'idée que les inégalités sociales sont bénéfiques ou au minimum inévitables, de telle sorte que la volonté de les réduire serait dangereuse, problématique, contre nature, etc., etc. Ça revient quand même très très souvent, notamment dans les formes de droite qu'on pourrait qualifier de conservatrices, sous réserve que ces deux termes ne soient pas des synonymes, parce que c'est quand même difficile de concevoir une droite qui ne serait pas conservatrice. Et alors j'en arrive dans mon bouquin toujours à la définition que je propose de la droite, et qui est la suivante. Disons alors provisoirement que sont de droite l'ensemble des forces politiques qui affirment la légitimité de subordonner strictement l'individu à la préservation d'un ordre social hiérarchisé, généralement hérité du passé, lequel ordre n'est pas fondamentalement tenu pour critiquable et transformable par la raison humaine,
de par sa complexité inhérente, le prestige de la tradition, ou de par son origine surnaturelle. Et c'est cette définition qui m'amène à dire, même si ça suscite régulièrement des incompréhensions, des malentendus, que la droite est de nature collectiviste. Pas au sens que ce terme a pu prendre sur le plan économique et politique à la fin du XIXe siècle, quand on parle de collectivisme économique, qui est plus ou moins un synonyme de communisme, plus ou moins un synonyme de communisme d'État, plus ou moins un synonyme d'idée que l'État devrait nationaliser des trucs, même si public et collectif, c'est pas forcément des synonymes réels, malheureusement d'ailleurs. Enfin, ça pose des problèmes. Non, quand je dis que la droite est collectiviste, je veux dire que pour elle, l'individu n'est pas une fin, mais un moyen, ou en tout cas qu'il est inséré dans la reproduction, le maintien, la préservation d'un certain ordre social hiérarchisé. Et dans ma vidéo sur Hobbes, j'essaie de montrer que cet ordre hiérarchisé lui-même n'est même pas la fin ultime ou la valeur suprême de la pensée de droite, mais je le considère en fait plutôt comme un moyen par lequel les pensées conservatrices, les pensées droitières prétendent assurer la survie de la société. Il faut que le petit individu soit subordonné à des hiérarchies qui ne sont pas fondamentalement transformables et critiquables, parce que, in fine, non seulement c'est la tradition et où Dieu l'a voulu et où c'est trop complexe pour changer les choses, mais à la fin des fins, ce qui sous-tend, ce qui donne finalement cette valorisation des valeurs droitières, c'est l'idée que tout ça est nécessaire à l'ordre du monde, à l'ordre social, à la pérennité de la société, et que sans le maintien des bonnes valeurs droitières, la société s'effondrera. D'où le pendant conceptuel de ce terme voilà, fortement valorisé à droite, qui est la notion d'ordre, et son pendant conceptuel qui est le désordre ou le chaos ou la décadence. Quoi. Ce qu'il faut éviter absolument par le maintien et la lutte pour les valeurs ordonnatrices, justement. Des valeurs salvatrices, des valeurs qui permettent la pérennité d'un groupe humain. Voilà, bon, très brièvement, ça c'est une définition de la droite en général, mais la droite en général, voilà, c'est quelque chose de très abstrait. Ce qu'on va rencontrer dans le monde réel, c'est jamais la droite de façon aussi dénuée de caractéristiques que ça, c'est des formes particulières, et donc parmi les formes historiques qu'a pu prendre la droite, j'essaie de montrer qu'il y a un certain sous-genre ou un sous-domaine ou une sous-région de la droite qui est la droite de type nationaliste. Nationaliste, c'est donc chez moi toujours un adjectif qui sert à qualifier et à spécifier une catégorie plus générale qui est la catégorie de droite. Et ça la différencierait de droite conservatrice, encore qu'il y ait des recoupements, de l'extrême droite fasciste. C'est pas exactement le même concept quand on parle de droite anti-républicaine ou royaliste. C'est pas exactement le même concept quand on parle d'une droite à tendance modérée, ou à tendance centriste, ou à tendance conservatrice libérale. Voilà. Il y a plusieurs régions, il y a plusieurs formes possibles de la droite, et j'essaie de dégager une définition générale d'une partie du spectre des droites, qui est justement la droite nationaliste. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette droite nationaliste ? Pour en faire une définition exhaustive, il faudrait la définir par ses origines, en montrant de quoi elle est née, en faisant véritablement une genèse historique. C'est assez peu ce que je fais dans mon livre, si ce n'est un petit peu dans l'introduction, mais c'est vraiment pas le cœur du propos. Je pense que ça mériterait un exposé plus général sur comment, dans l'histoire française à la fin du XIXe siècle, la droite nationaliste est apparue par rapport à d'autres types de droites qui existaient déjà. En tout cas, voilà, une définition génétique, une définition par la genèse du phénomène n'est pas ce que je vais privilégier, parce que, encore une fois, c'est très historique et pas sociologique. Ce que je vais vous proposer maintenant comme définition de la droite nationaliste, c'est plutôt une espèce d'analyse du phénomène. Quels sont les éléments constitutifs d'une pensée nationaliste ? Quelles sont les valeurs ou les référents ou les éléments idéologiques autour duquel l'ensemble de cette pensée va s'articuler ? Qu'est-ce qui donne sa cohérence interne à la pensée nationaliste ? Qu'est-ce qui fait que c'est une idéologie qui a une cohérence propre ? C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi parce que dans l'abondante littérature que j'ai travaillée sur le sujet, il n'y a évidemment jamais ou très rarement d'effort de définition conceptuelle du phénomène considéré. Donc on parle de nationalisme comme si on savait de quoi on parlait, alors que c'est jamais défini. L'analyse qui se rapprocherait le plus de celle que moi j'ai fini par adopter dans mon livre, c'est celle de Michel Vinocq dans son ouvrage de 2014 Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France,
il propose de découper le nationalisme en deux formes différentes. Il y en aurait une qui serait un nationalisme qualifié de ouvert, qui serait de nature jacobine et révolutionnaire, qui serait apparu à gauche, ou en tout cas dans les mouvements au pouvoir durant la Révolution française. Et à ce nationalisme voilà, humaniste et positif, il y aurait un mauvais nationalisme, en tout cas un nationalisme droitier et de nature distincte, qui lui serait apparu à la fin du XIXe siècle et qui se caractériserait par sa dimension de fermeture. C'est ce que Vinocq appelle un nationalisme fermé. Cette distinction, pour intéressante qu'elle soit, moi je l'ai refusée dans ma caractérisation parce qu'elle reconduit une certaine équivoque en faisant du nationalisme une sorte de phénomène transpartisan et ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche, tandis que moi je souhaite garder ce terme pour bien caractériser une partie du spectre politique spécifique qui d'ailleurs est quasi quand même exclusivement la partie du spectre politique qui utilise en plus nominalement cette étiquette politique. Donc ma définition me semble meilleure parce qu'elle rend mieux compte de nos intuitions politiques et des usages qui sont faits de cette appellation. Cependant, je rappelle que je ne fais pas du nominalisme, donc les usages... je trie dans les usages qui sont faits, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne considère pas que tous les individus qui sont nationalistes ou qui sont qualifiés de nationalistes le sont, mais il faut que la définition ait un certain rapport avec ce qu'un nombre significatif et même majoritaire des acteurs font lorsqu'ils utilisent cette étiquette. Sinon, ça voudrait dire qu'elle n'aurait vraiment aucun contenu. Donc, il faut essayer de trouver quelle est la cohérence derrière la plupart des usages qui sont faits de cette appellation. Quelles sont les valeurs, les contenus mentaux qu'on essaie d'exprimer ou qu'essaient d'exprimer les acteurs à travers un terme qu'ils utilisent et à quelle cohérence on peut en arriver quand on cherche justement à faire le lien entre les différentes valeurs, entre les différentes idées, dans la plupart, enfin dans un nombre significativement important de ces usages. Voilà. C'est vers ce concept-là que j'essaie d'arriver à partir d'un tri dans le matériel empirique, dans ce qui est observable. Donc j'en arrive à ma définition. Elle est articulée en 4 points qui sont hiérarchiquement ordonnés, c'est-à-dire que ce qui est le plus important est au début et ce qui est plutôt de l'ordre des conséquences ou ce qui ne peut arriver que par déduction de ce qui précède arrive ensuite. Donc c'est une analyse des éléments qui constituent l'idéologie nationaliste. Évidemment, je suis seul responsable de ces choix de caractérisation, mais bon, comme ils ont été validés par mon directeur de recherche, ça a quand même une certaine pertinence, me semble-t-il, en termes d'analyse de l'histoire des droites. Et donc l'idée de base, ou l'idée fondamentale, vraiment le truc autour duquel tout tourne, le point de départ, pour qu'il y ait nationalisme évidemment, ce serait vrai même de la variante, même du phénomène dont je ne traite pas, qui est les mouvements d'indépendance. Évidemment, il n'y a pas de nationalisme sans nation. C'est dans le mot. Les suffixes en isme en français servent à indiquer une valorisation de ce qui précède. Donc effectivement, qui dit nationalisme, dit nation, valorisation de la nation. Il y a quelque chose à penser autour de la nation. Cependant, ce n'est pas encore suffisant parce que, comme je l'ai dit, les nationalistes au sens d'indépendantistes, eux aussi valorisent la nation, ils veulent qu'elle soit indépendante. Mais ça ne les détermine pas politiquement sur un axe gauche-droite. Il y a des gens qui veulent que leur pays soit indépendant, qui sont de gauche, ou qui sont du centre, ou qui sont de droite ou d'extrême droite, et ainsi de suite. Donc c'est transpartisan, si vous voulez, l'indépendantisme, ou ce qu'on appellera de nos jours, parce que c'est quand même assez synonyme, le souverainisme, la volonté d'indépendance nationale, est quelque chose d'en soi transpartisan et qui ne démarque pas la droite de la gauche. Donc, c'est pas simplement la référence à la nation qui doit nous intéresser pour savoir ce qu'est la droite nationaliste, c'est forcément une certaine manière de droite de penser la nation. Et c'est ce contenu particulier qu'il faut essayer de faire émerger. Alors bien sûr, référence à la nation, il faudrait en introduire une définition, ce dont je me suis un petit peu légèrement peut-être passé dans mon mémoire. On pourrait s'appuyer sur la sociologie de la nation de Marcel Mauss, qui est à mon avis l'auteur de langue française le plus profond sur le sujet. Dans les années 20, dans son ouvrage sur la nation, Marcel Mauss proposait une définition suivante de ce que c'est qu'une nation.
Un petit instant, je recherche. Alors, il en donnait la définition suivante, donc rappel, Marcel Mauss est le père de l'école anthropologique française, le neveu d'Émile Durkheim, donc sociologue et anthropologue. Et il nous disait qu'une nation, je ne commenterai pas spécialement sa définition parce que ça mériterait une présentation en soi, mais il nous disait qu'une nation est une société matériellement et moralement intégrée, à pouvoir central stable, permanent, à frontières déterminées, à relative unité morale, mentale et culturelle des habitants qui adhèrent consciemment à l'État et à ses lois. Et après, il précise, enfin c'est toute sa réflexion théorique sur le sujet, que très peu de sociétés dans l'histoire peuvent correspondre à cette définition et que dans ce sens-là du mot nation, il y a très peu de sociétés humaines qui ont été des nations. Il y a toutes sortes de sociétés humaines qui ont été autre chose. Des tribus, des hordes, des cités-États, des peuples errants sur les mers, des empires coloniaux, enfin voilà, toutes sortes d'autres organisations possibles, des royaumes, des monarchies, enfin, toutes sortes d'autres sociétés possibles que celle-là. La nation, c'est une certaine forme de société qui est apparue dans la modernité, dans l'époque moderne et contemporaine en Europe principalement, sinon exclusivement, donc quelque chose qui a peu existé dans l'histoire. Et c'est cette forme de société qui a peu existé dans l'histoire, mais qui commence à se devenir le modèle général en Europe au XIXe siècle, le siècle des nationalités, le siècle du mouvement des nationalités, le siècle des romantismes. C'est à ce moment-là que beaucoup de peuples européens s'organisent en États-nations, demandent leur indépendance vis-à-vis de tel ou tel empire, forment des nations indépendantes. Ça va connaître son apogée en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec l'apparition de toutes sortes d'États-nations sur les ruines des empires centraux, et notamment de l'Empire austro-hongrois. Ça va donner la nation autrichienne, les Polonais, etc. Bon. Et donc, c'est cette forme-là historique qui sert finalement de référence en termes de valeurs pour les mouvements nationalistes, aussi bien au sens courant de ceux qui veulent un État indépendant que au sens politique droitier que j'essaie d'analyser. Simplement, ce qui spécifie la droite nationaliste, c'est que sa façon de valoriser la nation, sa façon de prendre la nation pour quelque chose de valorisé, a un certain contenu concret, et c'est une certaine façon de penser la nation. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de gens qui peuvent valoriser la nation, mais tous ne sont pas des nationalistes au sens que je veux définir, parce que cela donne à la nation un certain contenu, une certaine caractérisation spécifique. Alors tout d'abord, le premier item de définition donc du nationalisme, de la droite nationaliste. Ce sont des gens qui pensent que la nature ou l'histoire, ça dépend des cas, ont produit cette forme de société qu'est la nation, qui transcende l'appartenance aux communautés locales ou régionales particulières. L'existence de la nation a des implications normatives, et c'est là où ça devient une idéologie politique. La grandeur, la puissance et la pérennité de la nation s'identifient purement et simplement au bien politique, ou au minimum constituent la finalité ultime justifiant tout ce qui peut être politiquement désirable. Lequel bien politique a tendance à primer sur toute autre considération morale ou religieuse envisageable. Et là, je m'appuie sur une citation de Maurice Barrès qui nous dit « Nous jugerons chaque chose par rapport à la France ». Maurice Barrès, qui est l'une des grandes figures fondatrices du nationalisme français, précisément à la fin du XIXe siècle. Alors, nous jugerons chaque chose par rapport à la France, c'est-à-dire que la France, la nation française, c'est la valeur suprême, au moins sur le plan politique, mais voire sur un plan normatif général. C'est-à-dire que en cas d'antinomie de la morale et de la politique, au cas où il y aurait un conflit de valeurs entre, je ne sais pas moi, l'honneur et la grandeur nationale, ou le bien de votre famille et la grandeur nationale, ou je ne sais pas quoi, la France, c'est la valeur ultime. C'est ce qui est au sommet de l'axiologie, sinon complète de l'individu, en tout cas dans le domaine politique. Il faut viser la grandeur, la puissance, la pérennité de la nation. La nation, soulignons-le bien, ce n'est pas purement et simplement l'État. Il y a des États qui ne sont pas des États qui régissent une société nationale, ils peuvent régir des empires ou d'autres types de sociétés, et il y a des nations, enfin il y a des peuples plutôt, qui n'ont pas leur propre État, qui ne sont pas des États-nations, justement. Donc,
valoriser la nation, c'est pas exactement la même chose que valoriser l'État, cependant que, comme on l'a vu avec la définition de Marcel Mauss, il n'y a de société nationale que là où il y a un État stable, centralisé, auquel la plupart des individus adhèrent, ils reconnaissent les lois de cet État comme étant leurs lois. Ils ont d'ailleurs en général un certain degré de contrôle politique plus ou moins avancé sur cet État et sur ce qu'il fait, ce qui favorise une identification justement entre les les individus qui sont gouvernés par cet État et l'État qui les gouverne, qui est un État national. Donc pour les nationalistes, le but en politique, la fin, ce qui ordonne tout, c'est la grandeur, la puissance, la pérennité de la nation. Donc le peuple, sa culture, l'État qui le protège et qui le délimite géographiquement, tout ça formant une sorte d'unité générale. C'est bien un nationalisme, une valorisation de la nation. La nation est la valeur suprême dans la pensée de la droite nationaliste. Je ne peux pas développer ce point, mais c'est tout à fait différent de toutes sortes de formes de pensée politique de droite avant l'apparition du nationalisme. La pensée de droite autoritaire, élitiste, qui a chez Platon n'est pas une pensée de la nation. La pensée des conservateurs contre-révolutionnaires au moment de la Révolution française n'est absolument pas du tout une pensée de la nation, c'est une pensée de l'ancien régime et de ses hiérarchies, une pensée nobiliaire, une pensée aristocratique, etc. La pensée politique de Nietzsche n'est pas une pensée qui valorise l'État-nation, bien au contraire. Donc il y a plein de manières d'avoir des pensées de droite ou d'extrême droite qui ne sont pas celles de la droite nationaliste. C'est bien pour ça que je dis que c'est une partie du spectre politique. Donc valorisation de la nation, c'est le bien suprême. Et du coup, ce qui est intéressant en termes de structure axiologique de la droite nationaliste, c'est que c'est une idéologie politique où il y a une seule valeur suprême. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de doute sur le fait que quand on a des choix politiques à faire, on ne sait pas forcément a priori s'il faut privilégier ceci plutôt que cela. Exactement, par cas, c'est un monisme. Donc, je renvoie à une vidéo précédente de ma chaîne sur le philosophe australien John Keats, qui propose cette distinction conceptuelle entre les idéologies politiques ou les doctrines politiques qui sont de type moniste et celles qui sont de type pluraliste. Celles qui sont de type moniste, c'est celles pour lesquelles il y a un bien suprême qui est fixe, qui est stable, qui est bien délimité, et en cas de conflit de valeurs, en cas d'impossibilité à réaliser plusieurs biens simultanément, les doctrines monistes vont toujours donner la préférence à un certain bien ou à une certaine valeur par rapport aux autres. Par exemple, dans une vidéo précédente de ma chaîne, j'avais défini de la même manière idéal typique l'idéologie libérale. Et bien pour les libéraux, en cas de conflit de valeurs sur ce que l'État ou le politique doit faire, le guide, la boussole, la valeur ultime qui a préséance sur toute autre valeur désirable, c'est la liberté individuelle. C'est dans le nom, libéralisme, liberté, valorisation de la liberté. Donc le libéralisme est une doctrine de type moniste, et même si j'ai pas utilisé ce concept-là dans mon ouvrage, on pourrait tout à fait dire dans le même sens que la droite nationaliste a une pensée politique de type moniste. Il faut valoriser la grandeur, la puissance, la pérennité de la nation. Tout ce qui va dans le sens de la nation, c'est bien. C'est bien et c'est prioritaire sur tout autre bien, au moins dans le domaine politique. Ça s'oppose évidemment aux doctrines politiques de type pluraliste pour laquelle il y a au moins deux biens de valeur égale, de valeur a priori égale, parce qu'après il faut observer dans tel cas particulier concret si l'un des biens n'a pas préséance sur l'autre. Et ça s'oppose aux doctrines pluralistes, encore une fois, qui doivent arbitrer entre plusieurs biens qui n'ont pas de statut hiérarchiquement fixé a priori. Par exemple, si vous pensez que l'environnement c'est bien, et puis la liberté individuelle c'est bien, mais que n'y a pas de raison de donner toujours préférence à plus d'environnement préservé par rapport à plus de liberté individuelle maximisée, et bien vous êtes pluraliste parce que vous passez votre temps à arbitrer entre deux valeurs dont aucune n'a définitivement et clairement priorité sur les autres en cas d'impossibilité à maximiser ces différentes valeurs ou à atteindre ces différents biens. Donc voilà, il y a des types de doctrines dont la structure est moniste et des types de doctrines dont la structure est pluraliste. Je renvoie aussi à ma vidéo sur l'essence de la gauche sur ma chaîne où je fais un autre modèle de ce type-là pour la gauche.
Donc, il faut juger de toute chose par rapport à la France, nous dit Maurice Barrès. Tandis que d'autres formes de pensée politique de droite, comme par exemple dans certaines droites conservatrices, il faut y avoir une valorisation de la nation aussi. Mais c'est souvent une valeur parmi d'autres, ou voire une valeur subordonnée. Voilà, c'est dans une droite catholique, peut-être que la France, ou la nation quelconque à laquelle vous appartenez, voilà, elle a une valeur, elle a peut-être même une très grande valeur politique, mais peut-être que c'est pas la valeur suprême, ou alors que si c'est une valeur, ça peut être une valeur qui est en équilibre par rapport à d'autres valeurs importantes, comme je ne sais pas moi, la paix et la fraternité des nations chrétiennes, par exemple, ou que sais-je. Bon. Donc d'autres doctrines peuvent valoriser la nation sans nécessairement lui donner sans en faire cette valeur prééminente de principe qu'on trouve dans la pensée spécifiquement nationaliste. Il y a une tendance à l'absolutisation, et voire même si on était critique, à l'hypostase de la valeur nation dans la pensée des nationalistes. Charles Maurras écrit par exemple que la France est une déesse et qu'elle occupe le sommet de la hiérarchie des idées politiques. Donc c'est assez clair, on ne pourra pas m'accuser d'avoir complètement inventé de façon abstraite ma définition du phénomène. Je pense qu'elle est justifiable de déclarations et d'observations empiriques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le nationalisme admet non seulement de faire reposer la citoyenneté ou l'appartenance au corps politique de la nation sur une adhésion à une culture nationale, ce qu'on pourrait appeler, non sans ajouter une difficulté supplémentaire, un nationalisme culturel. Moi, je préfère parler de conception culturelle de la nationalité, c'est-à-dire que vous êtes de telle nationalité si vous avez la culture qui définit telle nationalité. Ça, c'est admis par tous les nationalistes et même par des gens qui ne le sont pas. Mais en plus, il estime de surcroît, la pensée nationaliste se caractérise en plus par le fait qu'elle estime de surcroît que les cultures nationales pèsent de manière déterministe sur l'individu. Les individus sont façonnés par leur culture et ils peuvent très 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 peu, voire pas, en changer. Alors ça s'accompagne très souvent d'un argumentaire biologique, y compris particulièrement dans les auteurs que j'ai travaillé comme Maurice Barrès au XIXe siècle. Il y a un concept que je n'ai pas utilisé, mais que j'aurais dû utiliser dans cette clarification de cet aspect-là, qui est le concept de culturalisme, ou de réductionnisme du culturel au biologique. C'est-à-dire que les individus, ils ont une culture, ils sont dans cette culture, ils ne peuvent pas échapper à leur culture. Soit parce que vraiment la culture, c'est quelque chose qui colle vraiment à l'individu, soit parce que la culture, en fait, n'est qu'un épiphénomène de quelque chose de plus fondamental, et en fait, c'est la biologie. Vous êtes de tel groupe humain, vous avez telles attitudes culturelles, entre guillemets, mais qui ne sont que la manifestation de traits innés. Dans les deux cas, donc quelle que soit la conception, soit qu'elle soit déterministe culturelle, soit qu'elle soit biologiste ou réductionniste vis-à-vis de la nature du fait culturel, dans les deux cas, on ne devient pas français, ou on ne devient pas d'une nationalité quelconque, on est français, ou on appartient de manière déterministe à une nation quelconque. Donc il y a une vision extrêmement déterministe dans la conception de la nationalité de la droite nationaliste, qui s'oppose évidemment au contractualisme et à toute forme de pensée politique pour lequel l'appartenance à la nation ou à un corps politique autre que la nation ne viendrait pas de quelque chose d'inné, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la naissance qui vous y fait adhérer. L'individu dans cette pensée droitière est appréhendé de manière holistique. Il doit la totalité, ou du moins le meilleur de son être social, à l'influence de la nation sur lui-même. Il n'est pas libre de changer de nation. Il peut seulement choisir la fidélité ou le rejet de cet héritage. Donc on ne naît pas français, on ne devient pas français, on est français. C'est déterminé. S'il rejette ce qu'il est, parce qu'il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est, il est voué à se corrompre ou à s'étioler, donc ça c'est le thème de la décadence. L'individu raisonnable doit donc promouvoir la permanence du tout dont il n'est qu'une partie. C'est là où je dis que la pensée de droite est un collectivisme. L'individu vit pour quelque chose qui n'est pas lui, qui n'est pas son bon plaisir, qui n'est pas sa petite personne, quelque chose qui le précède et qui l'englobe.
il vit pour le tout, quoi. C'est pour ça qu'il y a une contradiction fondamentale, je ne le dirai jamais assez, entre la droite et la pensée libérale. Donc il résulte de tout ça une valorisation de la tradition nationale et une méfiance à l'égard des évolutions socioculturelles qui apparentent le nationalisme à la droite conservatrice. D'où le fait que les gens de droite conservateurs peuvent être plus ou moins nationalistes et que les nationalistes, très souvent, même si le phénomène fasciste tend à s'éloigner de ça, les nationalistes très souvent sont plus ou moins des conservateurs. Ces deux idéologies distinctes mais avec des zones de recoupement extrêmement fortes. Il faut que l'individu ne s'éloigne pas trop de ce qui fait qu'il est ce qu'il est. Alors ça crée évidemment le paradoxe qu'on a à chaque fois avec le déterminisme culturel ou les conceptions essentialistes. Comment l'individu qui ne peut pas échapper à ce qu'il est risque d'échapper à ce qu'il est. Comment les femmes qui ne peuvent pas être autre chose que des femmes, il faut quand même faire attention à ce qu'elles ne deviennent pas autre chose que ce qu'elles sont censées être. Hein, c'est un paradoxe évidemment soutenable. Bon. Donc, conception, valorisation de la nation, conception holiste, déterministe de la culture et de l'appartenance à la nation, grandeur nationale, etc. Bon, je l'ai déjà dit. Troisième élément qui vient de ce qui précède, et là je rajoute une couche de détermination, de caractérisation. Donc il faut avoir les 4 caractéristiques pour être pleinement nationaliste selon ma typologie. Il y a peut-être des individus qui auraient certains des items, mais pas les 4 en même temps. Pour être complètement conforme au modèle que j'ai décrit, il faut avoir les 4 items. Donc valorisation de la nation, conception déterministe de l'appartenance nationale. Troisième élément, c'est ce que j'ai appelé l'aspect, en me basant sur Michel Vinocq, l'aspect apeuré, exclusif du nationalisme. Ces obsessions de la décadence et du complot tiennent en partie à ce holisme déterministe. Parce que les individus, ils doivent le meilleur de ce qu'ils sont à quelque chose qui les dépasse et qui les précède, mais ce quelque chose qui les dépasse et qui les précède et auquel ils ne peuvent pas échapper, ils sont quand même pas forcément de bons transmetteurs de cette culture nationale auquel ils doivent pourtant tout. Donc voilà, ils peuvent ne pas être fidèles à la tradition, ils peuvent pas être fidèles à la nation, ils peuvent ne pas transmettre la culture de leurs ancêtres. Alors ils peuvent pas y échapper parce que sinon ce serait contradictoire avec le déterminisme, mais en fait ils peuvent quand même ne pas être de bons passeurs. Hein, voilà. Quelque chose comme ça. Les individus ne sont pas nécessairement fiables pour perpétuer une essence de cette nation qui leur préexiste. Donc, d'où l'aspect apeuré, inquiet, exclusif. Est-ce qu'on ne va pas vers la décadence? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre ce qui a été transmis jusque-là? Donc ça, c'est un élément de caractérisation de la pensée de la droite nationaliste. L'autre raison, de mon point de vue, qui explique pourquoi ils ont ce côté apeuré, craintif, défensif, exclusif, pessimiste, etc., c'est que les valeurs qui sont posées par la droite nationaliste comme constitutives de la tradition nationale et comme étant ce qui nous rassemble tous, en fait, sont bien souvent des traits qui ne rassemblent pas tant de gens que ça. Elles posent comme universelles et valables pour tous des caractérisations qui sont assez insupportables pour ceux qui dont on leur dit qu'ils devraient les endosser, sinon ils ne sont pas vraiment de la nation. Typiquement, pour être vraiment français, il faut être catholique, ou chrétien, ou respecter les racines chrétiennes de la France, ou être gentil avec la religion, quoi, quelque chose comme ça, hein, au minimum. Pour prendre l'exemple de la France, si on prend d'autres pays, ce serait d'autres items culturels. Hein. Donc, ils sont apeurés, agacés, ils ont cette espèce d'affect, de ressentiment finalement. Parce que les valeurs, la détermination de ce qui fait la culture nationale et qui est posée comme valant pour tout le monde, en fait, ils choisissent des items qui ne valent pas pour tout le monde. Et d'où le côté perpétuellement agacé par le réel, en fait. Les valeurs posées comme constituant la tradition nationale ne sont en fait jamais universellement, voire même majoritairement acceptées. Or, l'assurance de la continuité nationale exigerait cette homogénéité. Il y a une exigence d'homogénéité culturelle qui n'est pas satisfaite pour les gens de droite nationaliste. Et alors, cette conception des choses amène la conséquence suivante. Paradoxalement, alors même que les nationalistes affirment la nécessité d'en finir avec les facteurs de division de la nation, hein, ils ont cette envie de communion, de communauté, d'unanimité, d'homogénéité, qui est assez commune à droite, mais chez eux, ça prend la forme spécifique de la communauté nationale. Alors même qu'ils affirment la nécessité d'en finir avec les divisions au sein de la nation, le nationalisme clive l'espace politique, c'est ça le paradoxe, affirmation d'un but d'unité, clash politique. Le nationalisme clive l'espace politique contre un ennemi qui n'est pas simplement extérieur,
Alors le thème de l'ennemi extérieur, ça revient très souvent dans les discours nationalistes. Évidemment, c'est jamais les mêmes ennemis selon les pays et l'époque considérés. Hein. Pour un nationalisme américain fin 19e, ça va être les Irlandais, les Chinois, parfois les Juifs, d'autres groupes considérés, hein, ou d'autres pays étrangers. Cette dimension de clivage et d'opposition à un ennemi, c'est à la fois les ennemis extérieurs, puisque sur le plan de la scène internationale, les penseurs nationalistes ont une vision de la concurrence économique mondiale comme étant un jeu à somme nulle ou une forme de guerre, tout le thème de la guerre économique qu'on retrouve souvent dans cette littérature politique. Voilà, les nations sont dans un état de nature, les autres sont dangereux, les autres ne nous aiment pas, les autres ne sont pas comme nous, bon. Mais c'est pas simplement un ennemi extérieur contre lequel il faut se mobiliser et vis-à-vis duquel on pourrait à la limite faire bloc au sein d'une même nation. Non, non, le plus flagrant, le plus caractéristique, c'est que cet ennemi, il est aussi intérieur. Je cite Marc Angenot, l'historien québécois. Toutes les versions et les variantes du nationalisme en ont contre les métèques, les naturalisés et les minorités inassimilables. C'était vrai au XIXe siècle, c'est vrai encore aujourd'hui. Il y a cette crainte d'une dissolution de l'homogénéité de la culture nationale. On a laissé rentrer dans le pays des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne peuvent pas l'être, parce que la culture, ça se transmet de manière déterministe, ou parce que la culture, c'est un épiphénomène de la génétique. Et donc, c'est des allogènes, ils ne sont pas comme nous, ils ne peuvent pas être comme nous, et donc l'ennemi est dans nos murs. Contre ces infiltrations ou ces menaces, le nationalisme prétend représenter la nation dans une authenticité qui renvoie aux origines, qu'elles soient naturelles ou historiques. Les nationalistes, eux, ils pensent qu'ils sont vraiment de leur nation, et que les gens qui partagent pas leur croyance politique, ils sont pas vraiment de la nation, ou pas au même degré, surtout s'ils ont des traits qui, en plus, les classent dans les groupes antagonisés. Donc peur de cette perte de l'homogénéité culturelle, dimension inquiète, agressive, ressentiment que j'ai décrit. Quatrième élément, et ça c'est sur les conséquences politiques que va avoir cette attitude de pessimisme culturel, cet aspect inquiet, parce que c'est aussi une affaire d'affect, cet aspect inquiet entraîne une dramatisation du rapport à la politique, et croyez-le ou pas, mais j'ai écrit ces lignes avant les candidatures d'Éric Zemmour, bien avant la candidature d'Éric Zemmour aux élections présidentielles, cet aspect inquiet entraîne une dramatisation du rapport à la politique, conçu comme une activité visant à sauver la nation de périls existentiels. Et la Suisse, c'est pas juste une partie de la droite qui dit qu'elle aime beaucoup la nation, c'est qu'il faut la sauver d'une menace de mort. Ça revient, c'est un lieu commun, un trope, un topos de la rhétorique nationaliste depuis plus de 200 ans, et c'est très très transversal aux différents pays où le phénomène se manifeste. Il faut sauver la nation de périls existentiels. Alors évidemment, c'est jamais les mêmes périls selon l'époque et les mouvements considérés. Hein. Le nationalisme présente par conséquent un aspect particulièrement polémique, dénonciateur et contestataire, et qu'il est même par là en puissance révolutionnaire. Ça vous fait la transition entre droite nationaliste et extrême droite fasciste. Parce qu'il faut tellement sauver la nation que l'élite décadente au pouvoir, il faut la dégager, quoi. Donc, aspect particulièrement polémique, dénonciateur et contestataire, c'est pourquoi la droite nationaliste est une partie plutôt de la partie radicale, ou voilà, proche des zones d'extrême droite, ou même d'extrême droite pour une partie d'entre elles, dans le spectre des droites. Hein. C'est pas le centre-droit modéré, c'est pas les droites conservatrices propres sur eux, conservateurs anglais à haute forme. Hein. C'est une partie qui tend, qui peut se greffer à d'autres formes d'idéologie politique, comme le populisme, le nationalisme révolutionnaire, le fascisme, voilà. C'est en puissance, quoi. Donc, il présente un aspect particulièrement polémique, dénonciateur et contestataire, non seulement à l'égard de certaines catégories de la population du pays, mais aussi à l'encontre des autorités politiques. C'est même parfois plus souvent les autorités politiques qui peuvent être dénoncées que les groupes dont on dit qu'ils sont en train de détruire l'unité de la nation. Donc, attitude dénonciatrice à l'encontre des autorités politiques, dont le nationaliste met en cause la pusillanimité, voire la complicité traîtresse avec des influences cosmopolites. Les gens qui sont au pouvoir, en fait, c'est des agents de l'étranger, ils ne sont pas vraiment comme nous, ils ne sont pas vraiment de la nation, ils ne sont pas vraiment fidèles à la tradition nationale, etc., etc. Toutes sortes d'attitudes que vous retrouverez typiquement dans un phénomène politique contemporain qu'est le nationalisme de Donald Trump.
Le nationalisme se présente volontiers comme la relève d'une nouvelle élite authentique, celle du pays réel, comme diraient les Maurassiens, pour s'opposer au pays légal, c'est-à-dire à la République et à ses élites qui ne sont pas vraiment françaises. Dénonciation donc de l'establishment qui serait faible, qui serait à la botte ou à quatre pattes devant des puissances étrangères, qui serait incapable de préserver la continuité nationale, sa puissance, ses traditions et la culture qui la maintient collectivement unie et qui est la même pour tous et depuis longtemps. Hein. Bon. Donc c'est ces 4 items voilà, qui me semblent les traits de caractérisation qui forment l'idéal type de la droite nationaliste. En résumé, primat de la nation, conception déterministe et exclusiviste de l'appartenance nationale, défiance contre une altérité menaçant insidieusement l'unité de la collectivité, et alter-élitisme, au sens où on n'est pas contre un régime d'élite, hein, puisqu'on est de droite, mais il faudrait d'autres élites, des élites vraiment pures, vraiment régénérées. C'est aussi un thème qu'on retrouve bien évidemment dans les mouvements fascistes. Alors, j'ai fait une vidéo précédente de ma chaîne sur les variétés du sentiment national aux États-Unis, et il y avait l'un des groupes identifiés par les sociologues dont je parlais dans cette conférence, qui correspond assez bien à l'idéal type que j'ai construit, c'est la catégorie des nationalistes ardents et des nationalistes restrictifs. Je renvoie à cette vidéo sur les formes du nationalisme aux États-Unis. Un point supplémentaire, alors là on sort de la définition et de l'essence stricte du phénomène, mais ça m'a semblé quand même intéressant de mentionner dans les notes ces points de caractérisation. Très souvent, même si c'est pas systématique et donc pas nécessaire à la définition, très souvent les attitudes nationalistes vont s'accompagner de 2 positions politiques spécifiques que sont petit 1 le rejet de la libre circulation internationale des personnes ou l'anti-immigrationnisme, c'est-à-dire que les étrangers, il ne faut pas qu'ils viennent, et également le pendant économique de ça qui est le rejet de la libre circulation des marchandises et ou des capitaux, donc un protectionnisme, une attitude de défiance vis-à-vis de l'étranger ou l'idée qu'il faut produire chez nous, entre nous, une attitude de fermeture. On parle parfois en ce dernier sens, pour qualifier le protectionnisme, d'un nationalisme économique, défini comme un choix de politique gouvernementale qui se traduirait par des nationalisations éventuelles, une politique monétaire articulée autour d'une monnaie nationale, la limitation des flux de capitaux internationaux, le renforcement des droits de douane et un contrôle étatique des investissements, afin d'acquérir une hégémonie aux dépens d'autres peuples. Et je prends cette définition, c'est Christian Arboulot, qui n'est pas du tout un adversaire du nationalisme. Il dit carrément qu'il y a une ambition de puissance mondiale. Très bien. Par ailleurs, le nationalisme semble aussi fréquemment corrélé, je ne dis pas que ça va toujours ensemble, mais semble fréquemment corrélé d'une part à la propension à l'autoritarisme politique. Voilà, il faudrait un leader fort, voire même la démocratie n'est pas quelque chose de nécessaire. Des attitudes très droitières en matière d'autoritarisme politique. Et il y a souvent aussi une corrélation à la religiosité, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont religieuses ne sont pas de droite et ne sont pas nationalistes, mais dans la droite nationaliste, il va y avoir une surreprésentation d'individus qui ont des orientations religieuses, très souvent d'orientations religieuses qui vont être la religion traditionnelle et ou majoritaire du pays considéré. C'est-à-dire que ce sera des gens qui seront de façon surreprésentée dans le protestantisme des pays anglo-saxons ou dans le catholicisme des États catholiques d'Europe occidentale comme l'Espagne, la France, l'Italie. Un dernier point pour vraiment faire de la sociologie. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans mes notes, enfin, là je ne l'ai plus trop sous les yeux, mais oui, un dernier point sur la sociologie, parce que pour vraiment faire une analyse sociologique, il faudrait quand même se fonder sur des individus concrets qu'on examine. Là, j'ai fait une définition abstraite à partir de différents mouvements considérés dans différents pays, une espèce de synthèse de ce qu'ils peuvent avoir de commun pour avoir un véritable concept unifié du nationalisme. Si on veut s'intéresser à la sociologie au sens des groupes sociaux qui constituent les publics du nationalisme, les militants du nationalisme, les gens qui vont s'engager dans des partis nationalistes, dans ce type-là de droite spécifiquement,
Comme je l'ai dit, on pourrait voir un facteur, on pourrait voir un déterminant religieux, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc une surreprésentation de gens qui ont des attitudes religieuses implantées dans la religion traditionnelle / majoritaire du pays considéré, mais un autre assez bon prédicateur de l'orientation politique vers la droite nationalisme, c'est la peur du déclassement. Là, je me base sur le politiciste américain Yevon, qui écrit il parle de la mentalité d'assiégé qui donne aux nationalistes américains ce côté curieusement aigri, mesquin et défensif. On pourrait penser au phénomène poujadiste en France dans les années 50, qui est un mouvement nationaliste avec des tendances colonialistes et antisémites notamment, et antiparlementaires. Cet élément d'inquiétude est à notre avis une caractéristique centrale du phénomène, en tout cas sur le plan de sa colorisation affective. Voilà, il y a un véritable pessimisme et une dénonciation de la société telle qu'elle évolue. C'est un mouvement, quelque chose de contestataire, qui n'est pas du tout dans le mainstream des attitudes habituellement majoritaires dans la société. Et sur le plan social, voilà, qui sont, pas forcément systématiquement, mais quels groupes sociaux vont avoir une tendance à être attirés par les mouvements nationalistes, ou dans quelle sorte de contexte historique va-t-on voir des couches sociales se politiser dans le sens de la droite nationaliste. Très souvent, nous dit Lieven, ces réactions de peur, d'hostilité, de revendication, d'intransigeance et d'autosatisfaction tendent à provenir de classes ou de groupes réellement sur le déclin, ou qui se perçoivent comme tels, par suite de changements socio-économiques. La haine et la peur dirigées vers l'étranger naissent souvent des tensions vécues à l'intérieur, et comment ne pas constater que dans le cas du nationalisme français contemporain et d'un parti comme le Front National / Rassemblement National, on trouve une surreprésentation d'un électorat populaire ouvrier, par exemple dans les régions désindustrialisées du nord de la France, un électorat qui se sent abandonné, exposé à une mondialisation qui lui amène des étrangers qui lui font concurrence et des entreprises qui s'en vont avec les délocalisations. Voilà, un très fort ressentiment social qui est un véritable moteur de la politisation dans le sens de la droite nationaliste. Bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. C'est ma vision du phénomène nationaliste à l'instant T. Bien évidemment, il est possible qu'il y ait des inflexions dans ma conception à mesure que j'étudie de nouveaux pays, de nouveaux phénomènes historiques et politiques qui seraient susceptibles de modifier ma théorisation, mais c'est la caractérisation générale que je donnerai du phénomène en tant que historien des idées politiques. Je suis ouvert au débat avec ceux que ça aura interpellé, intéressé, scandalisé. N'hésitez pas donc à rejoindre notre serveur de débat politique l'Est Libre, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles considérations palpitantes.